Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo va être un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une FAQ, autrement dit une foire aux questions. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos questions suite à l'appel que j'ai lancé sur Facebook, Instagram et Twitter. Donc, je ne sais pas quoi dire à part un immense merci. Ça me fait toujours super plaisir de voir que j'ai une communauté qui est prête à me répondre lorsque j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc merci d'être là. Je disais donc que j'ai reçu beaucoup de questions, donc on va s'y mettre sans trop tarder. Juste, j'ai essayé de les séparer en deux catégories. Donc en premier, on va voir les questions d'écriture et de promotion. Et dans un deuxième temps, on va voir les questions qui me concernent moi ou mon statut d'auteur indépendant. Voilà. La première question est de Guillaume sur Facebook. Par où commencer lorsqu'on veut faire une autobiographie pour que ça soit original et non monotone? Alors, je dirais que le plus important dans une autobiographie, ce n'est pas forcément ce qu'on raconte, mais comment on le fait. Personnellement, les autobiographies que j'ai le plus appréciées sont celles où l'auteur a un certain recul sur lui-même, où il arrive à créer un lien avec le lecteur. J'ai adoré des biographies où il y avait beaucoup d'humour, où vraiment l'auteur avait une plume fluide et rendait même les choses banales du quotidien super intéressantes. Mais concernant là où vous devez commencer, je dirais commencez où vous voulez. J'ai déjà lu des autobiographies où l'auteur commençait vraiment au moment de sa naissance et d'autres où il commençait à un moment de sa vie et après il faisait des flashbacks. Du coup, je n'ai pas vraiment de conseils précis là-dessus, désolée. Ensuite, la deuxième question est de Philippe sur Facebook. J'ai lu ou entendu quelque part qu'il ne faut plus mettre de titre au chapitre d'un roman façon Alexandre Dumas parce que ça ne se fait plus. Je trouve ça bien dommage. Qu'en pensez-vous? En trouvez-vous beaucoup dans vos lectures? Je pense que vous devez faire comme vous voulez et ne pas vous embêter avec ces on-dit qui racontent qu'on ne peut pas mettre de nom au chapitre. Moi je trouve que lorsque on en met, ça peut apporter une certaine profondeur, une autre vision de ce chapitre, ça peut être très bien fait. J'envisage de le faire moi pour certains de mes romans. Bon là pour l'instant j'ai mis que des numéros, mais vraiment ne vous embêtez pas avec ces questions. Donc si vous voulez en mettre, mettez-en. Et concernant la question est-ce que j'en trouve beaucoup dans mes lectures, je dirais que pas tellement, effectivement, mais j'aime beaucoup lorsque c'est fait, tout simplement parce que ça peut donner une nouvelle résonance au chapitre, comme je l'ai dit. Donc voilà. Ensuite, une question de Lolo Seka sur Facebook. J'aimerais savoir si vous pensez que l'âge d'un auteur débutant est important pour une maison d'édition parce que c'est plus vendeur un auteur jeune. Pour ma part, je n'aurais pas pu écrire mes manuscrits si je n'avais pas eu un minimum d'expérience dans la vie qui m'ont permis d'aborder différents sujets que l'on vit avec la vie qui avance et la maturité pour l'écrire. J'ai 45 ans cette année. Et ma seconde question concerne le choix du manuscrit pour démarcher les maisons d'édition. Comme je vous l'ai dit en MP, j'ai écrit 10 manuscrits et au retour de mes bêta-lecteurs, que j'appelle mes relecteurs, celui qui serait leur préféré s'avère être une trilogie. Est-ce pertinent de démarcher avec le premier tome? Je vous remercie de pouvoir m'éclairer sur ces sujets. Alors, est-ce que les maisons d'édition cherchent des auteurs jeunes? Je dirais qu'il y a de tout. En fait, je pense surtout que les maisons d'édition cherchent des auteurs qui sont capables d'assurer une certaine part de promotion, qui n'hésitent pas à aller sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas à aller à des événements, vraiment qui sont prêts à s'investir à 100%. Et c'est vrai que la plupart du temps, ces auteurs-là sont ceux qui ont grandi avec Facebook et Instagram et donc ont moins de soucis à les utiliser. Après, est-ce que c'est déterminant pour la sélection? Je ne pense pas. Si votre manuscrit est excellent et que vous avez 45 ans, ce qui n'est pas du tout vieux, hein, parce que sinon ma mère est plus vieille que ça et elle va être vexée. Mais c'est vraiment pas déterminant. Si votre manuscrit est bon, vous ne serez pas refusé parce que vous êtes trop vieille, entre énormes guillemets, parce que 45 ans, encore une fois, ce n'est pas vieux. Ensuite, concernant votre trilogie, je pense que si c'est celle qui a remporté le plus de succès auprès de vos bêta-lecteurs, oui, il faut tenter celle-là. 45 ans, c'est très jeune, même pour lancer une trilogie. En plus, si vous avez écrit le reste des tomes, il n'y a aucune raison pour qu'on vous refuse si le manuscrit est bon. Ensuite, une question de Manon sur Facebook.
Alors moi j'ai une question à propos de la création d'univers lorsque l'histoire se déroule dans un autre monde que le nôtre. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui est important de mettre en avant? Comment ne pas se perdre et ne pas partir dans un délire insurmontable? Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que la création d'un univers, c'est un sujet assez énorme, qu'il est difficile de traiter comme ça en une minute. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est... Je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin d'avoir ma carte, d'avoir une frise chronologique parce que pour moi c'est vraiment les bases, de placer ces villes, de placer ces reliefs, de placer ces rivières, de placer les grandes phases qui ont déterminé l'histoire de ce monde. Ensuite c'est à partir de là que je vais creuser. Par exemple là je fais un roman de SF, donc je fais plein de recherches sur la technologie, comment, je sais pas, même au niveau des bâtiments, comment s'est organisée la ville, ce genre de choses. Après, c'est vrai que je suis pas du genre à multiplier les recherches. Moi, c'est une phase qui me fatigue assez vite. Disons, moi, je préfère la réécriture, hein, clairement. Mais j'arrive généralement à me limiter et à ajouter de la matière au fur et à mesure de l'écriture du roman. Parce que voilà, cette pré-phase d'écriture, ça me retient jamais des mois et des mois. Donc plus qu'un conseil, je te mettrai un point de vigilance parce que, là aussi j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, mais la principale erreur de ceux qui créent un univers, que ce soit fantasy ou science-fiction, c'est qu'ils font tellement de recherches, qu'ils vont tellement loin, que lorsqu'ils passent à l'écriture, ils tartinent le lecteur d'informations inutiles pour montrer à quel point leur univers a été approfondi, sauf que le personnage il a toujours pas bougé de chez lui, il s'est rien passé, donc on s'en fiche. Le lecteur se retrouve vraiment englouti par une masse d'informations dont il n'a absolument pas besoin à ce stade du récit, et moi quand je vois ça, ça m'encourage tout simplement à lâcher le livre. Donc travaille ton univers, oui bosse à fond tous les éléments, c'est super important, mais souviens-toi quand même que tu écris un roman et non une encyclopédie. Si tu veux écrire une encyclopédie, fais-le plus tard ou avant, mais un roman, ça reste une aventure centrée autour d'un héros dans un univers. Donc, effectivement, il ne va pas falloir t'éparpiller et je te souhaite un bon courage pour ça. Ensuite, j'ai une question de Herm, RDT, sur Instagram. Je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, mais as-tu déjà pensé à écrire sur Wattpad? Que penses-tu de l'application et ce qu'elle peut apporter aux jeunes écrivains? Et cette question rejoint un peu celle de Loulou et Denis sur Instagram, pareil. Que penses-tu de la plateforme Wattpad? Alors, je dirais que je suis restée à peu près 2 jours sur Wattpad en tant qu'auteur. J'avais posté les premiers chapitres de Lula et les monstres pour, je sais pas, être lu, mais personne n'est venu, parce qu'il faut dire que je n'en faisais pas non plus la promotion, je sais pas, j'attendais que ça tombe comme ça. Mais j'ai pas attendu longtemps, hein, parce que ça me stressait un peu, je sais pas pourquoi. En tant que lectrice, en revanche, j'y étais depuis très longtemps, j'y suis encore maintenant, et il m'arrive de lire des histoires qui sont postées là-dessus. Après, qu'est-ce que j'en pense? Je dirais que c'est super pour les auteurs d'avoir un espace où ils peuvent proposer leurs écrits et recevoir des encouragements ou des critiques. Après, est-ce que c'est là où on reçoit des critiques constructives? Je ne sais pas. Il y a des textes où il y a de véritables problèmes de syntaxe ou de cohérence qui rassemblent des milliers de vues et qui sont acclamés par les avis. Mais après, c'est pas une généralité. Il y a des textes superbes, hyper travaillés, qui eux aussi comptabilisent pas mal de vues et qui aussi ont de bons commentaires. Mais après, je pense que ce n'est pas mal non plus pour les jeunes auteurs particulièrement. Même si, bon, vous pouvez toujours douter de la personne qui vous a laissé votre avis, au moins ça vous encourage à continuer. Vous postez un chapitre par semaine en moyenne, donc vous êtes obligé d'écrire un peu. Vous recevez des encouragements, vous rassemblez des vues et je pense que ça peut aider à terminer un projet. Ensuite, j'ai une question de Tesferact sur Insta. J'ai une question concernant l'écriture. Est-ce que prendre le risque de casser quelques codes littéraires lors de la rédaction d'un livre est une bonne chose ou une mauvaise? Et comment savoir si c'est correctement fait? Moi je dirais que c'est une bonne chose de casser des codes littéraires, ça apporte de l'originalité, ça aide à renouveler le genre, donc moi je t'encourage à le faire.
Et pour savoir si c'est correctement fait, là je pense qu'il n'y a que des bêta-lecteurs qui pourront te le dire, parce que sans connaître ton histoire, ni lire ton ouvrage, c'est difficile que je te donne un avis là-dessus, mais compte sur tes bêta-lecteurs pour te donner des indications. Ensuite, on a une question de UpDMC sur Insta, UPPDMC, je ne sais pas, désolée. Comment fonctionnent les droits d'auteur? Mais ce que voulait dire la personne, c'est comment protéger son œuvre. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour protéger votre œuvre avant de l'envoyer à une maison d'édition ou de l'auto-publier. Vous pouvez faire un dépôt à la Société des gens de lettres. Vous avez une forme papier et numérique. Il faut juste savoir que c'est un dépôt payant et à renouveler. Je sais qu'il y a également des auteurs qui vont sur Copyright Dépôt pour protéger leur œuvre. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Ensuite, il y a le fameux envoi recommandé accusé de réception par la poste. Veillez juste bien à coller l'étiquette du recommandé sur le rabat de l'enveloppe pour prouver qu'elle n'a pas été ouverte. Et enfin, vous avez le dépôt chez le notaire qui est probablement la méthode la plus chère. Ensuite, on a une question de SD Rose sur Instagram. Des conseils pour un premier roman ou une première écriture en général. Comment faire pour le terminer? Est-ce possible de bien écrire sans avoir lu tous les grands classiques, soit être nouvelle amatrice en littérature? Si j'avais un conseil pour un premier roman ou une première écriture en général, ce serait d'être patient et bienveillant envers soi-même et son travail. C'est normal que son premier jet pour son premier roman ne soit pas bon, soit très difficile à produire, soit décourageant, mais tout le monde passe par là, c'est normal. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo 10 conseils pour les jeunes auteurs. Ensuite, pour terminer son roman, moi ce qui m'a aidé, c'est vraiment la rigueur. Je m'imposais d'écrire 5000 signes par jour, quoi qu'il arrive. Après, ça peut ne pas marcher pour toi, mais voilà, pour moi d'avoir cette contrainte, entre guillemets, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Parce que je pense que si je m'étais permis voilà, de ne pas écrire pendant une semaine, oh ce jour-là tant pis, j'écris presque rien, eh bien je pense que je serais toujours en train de l'écrire. Maintenant je ne le fais plus, je ne m'impose pas un tel rythme parce que je sais que je ne peux pas le tenir. Je sais que j'ai déjà écrit un premier roman, j'en ai même écrit 2. Donc je sais que je peux le faire, que ça sert à rien de me forcer. Mais pour Lola, je pense que ouais, si je m'étais pas collée derrière mon clavier tous les jours, je n'aurais pas fini. Et est-ce possible de bien écrire sans avoir lu tous les grands classiques? Être nouvelle amatrice en littérature? Alors j'ai très peu de souvenirs de mes classiques que j'ai étudiés. Pour le plaisir, j'en lisais très peu. Je me souviens bien de Maupassant, parce que j'aimais beaucoup Maupassant, mais c'est tout. Vraiment, j'ai un peu honte là-dessus. Il faut que je m'y mette parce que je pense que maintenant j'ai le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour les apprécier. Je n'avais pas ça à l'époque, clairement. Donc je dirais que oui, bien sûr, c'est toujours bien de lire des classiques. Il y a quand même une richesse de la langue, voilà, qu'il faut avoir lu. Mais si tu es passé à côté, ce n'est pas grave, tu peux quand même écrire ton livre. Ensuite, on a Yacine sur Instagram. J'ai plusieurs questions. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux à côté de chez moi. Donc, Yacine sur Instagram qui a plusieurs questions. Faut-il passer par des éditeurs à compte d'auteur, exemple BOD, Mon Beau Livre, ou par une imprimerie pour avoir la qualité et le moindre coût? Alors déjà, attention, BOD, ce n'est pas une maison à compte d'auteur, ce sont des prestataires de services. Il faut bien faire la différence là-dessus, j'en ai parlé un peu sur ma vidéo, les différents modes de publication. Mais vous avez des sociétés qui vous proposent de réaliser votre couverture, votre correction, votre diffusion, sans pour autant être des maisons d'édition. Bon, par contre, Mon Beau Livre, je les connais pas, eux. Après, la qualité, le moindre coût, c'est vrai que lorsque c'est fait par des professionnels, ça évite pas mal d'erreurs. Après, on va vous demander de payer, bien sûr. Donc, le à moindre coût, ce serait de tout faire tout seul, comme j'ai fait moi sur Amazon. Après, si vous avez réussi à vous débrouiller pour faire corriger votre texte et avoir une couverture, niveau qualité, ça sert à rien non plus d'aller vers un prestataire de service. Pour la couverture, du coup,
Est-ce préférable de passer par un professionnel, donc payant, ou le faire soi-même? Là c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que si tu te débrouilles très bien tout seul pour faire ta couverture, fais-la toi-même. Moi je l'ai faite pour Lula, mais il faut pas oublier que s'il y a des gens qui font des études pour ça et dont c'est le travail, c'est généralement qu'il y a une bonne raison. Parce qu'il y a quand même pour la couverture, des choses à savoir. Moi je vois tous les jours dans mon travail des auteurs qui m'envoient des images pour leur couverture en me disant c'est celle-là que je veux, sauf qu'en fait elle n'est pas imprimable. Dans le sens où déjà, est-ce qu'elle est libre de droit ou pas? Est-ce qu'ils ont les droits? Ça personne ne sait généralement. Ensuite il y a une qualité d'impression respectée. Il faut voir dans les informations du fichier, je vais faire une vidéo là-dessus, hein. Mais il faut voir dans les informations du fichier si elle a le nombre de ppp suffisant. Les standards de l'impression sont à 300 et la plupart du temps, les auteurs m'envoient des images à 96. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Si tu connais tous ces paramètres et que tu sais te débrouiller sur les logiciels, vas-y. Sinon, je te conseille vraiment de passer par un professionnel au risque d'être assez déçu lorsque tu recevras ton livre et que l'image sera toute floue. Aurais-tu le nom d'un ou deux logiciels à nous communiquer? Moi, je fais tout sur InDesign et sur Photoshop. InDesign, c'est le logiciel de maquettage par excellence, donc je fais tout là-dessus. Après, le truc, c'est que c'est payant, ça demande un abonnement mensuel et ça demande quand même un peu de pratique. Après, tout s'apprend, hein. Moi, je l'ai appris il y a 3-4 ans, donc c'est pas un logiciel compliqué à utiliser. Mais bon, voilà, c'est payant et ça demande pas mal d'apprentissage. Après, si vous voulez une version gratuite, vous avez GIMP qui se rapproche de Photoshop. Et là où les auteurs font leur couverture en général, j'avoue que je ne sais pas trop. Comment mettre en vente ces livres sur Fnac, Amazon? Donc tu peux soit le faire via leur service d'autopublication, donc KDP par exemple sur Amazon. La Fnac aussi propose de l'auto-édition, mais je crois que c'est que numérique, à vérifier. Ou alors tu peux t'inscrire tout simplement en marketplace. Comment démarcher et convaincre les librairies de vendre notre livre dans leur boutique? Ah tout simplement il faut aller les voir, il faut leur téléphoner. Il y en a qui refusent les auto-édités, il y en a même qui sont pas sympas. Mais il y en a qui sont très accueillants. Juste évitez d'y aller peut-être avec un livre que vous auriez imprimé via Amazon. Ça se voit généralement. Et je sais qu'on a déjà été confronté là où je travaille à des libraires qui refusaient catégoriquement d'avoir des ouvrages imprimés par Amazon. Après, est-ce qu'il y a des conseils en particulier, à part d'être correct, poli et d'avoir quand même un livre qui tienne la route? Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Ah, et si tu avais beaucoup de questions, c'est parce que ton livre sera terminé cet été. Félicitations, bravo. Voilà, je pense que je vais couper là pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée pour ça, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais je n'ai pas non plus envie de répondre trop vite et de passer à côté de quelque chose. Là, la vidéo, si je l'avais gardée en une seule fois, elle ferait plus de 33 minutes, presque 35 il me semble. La semaine prochaine, nous continuerons à parler un peu de tout ce qui est conseil d'écriture, publication, promotion, mais surtout on s'intéressera à moi et à mon parcours, puisque j'avais voulu séparer un peu les deux, même s'il y a des questions qui se sont un peu glissées dans chacune des catégories. Mais voilà, on parlera de comment j'en suis venue à travailler dans l'édition, quelles ont été mes sources d'inspiration pour Lula, et ce genre de choses. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, écrivez bien. N'oubliez pas de liker la vidéo ni de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!